Chers frères et sœurs, mesdames, messieurs, chers invités, Madame Sarah Biche, Monsieur Benjamin Frolic, cher grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard. Soyez les bienvenus au Grand Orient de France pour cette conférence publique dans le cadre des chantiers de la République autour de la précarité étudiante. Je vais rapidement donner la parole au grand maître adjoint René Durand pour peut-être nous présenter le cadre de cette conférence publique. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce temple prestigieux, le temple Groussier, pour participer ensemble à son premier chantier de la République de notre année maçonnique. Un chantier, comme son nom l'indique, c'est non seulement un lieu, mais aussi un geste, une geste, pour dire comme autrefois, une œuvre commune et fraternelle. Et en ces temps troublés de fanatisme, de déchirement, d'intolérance, d'obscurantisme négateur, de destruction, il est juste et urgent de se rassembler, gens de bonne volonté, et de construire, non pas tant par la parole que par la présence et par l'action, puisqu'on le sait, la parole peut être constructive, comme elle peut aussi, hélas, être simultanément destructrice. Et ces chantiers sont les chantiers de la République, une République que nous avons le devoir impérieux de soutenir, de défendre, de sauvegarder, de réparer même peut-être, tant elle est menacée, et c'est notre mot d'ordre, notre impérieuse mission. Ces chantiers de la République ont une pierre angulaire, une fondation, c'est la dignité humaine, dans un monde où elle est constamment menacée, bafouée, parfois écrasée. La dignité, tout simplement. Pouvoir vivre dignement, en fait, humainement et simplement, œuvrer ensemble pour que chacun, chacune, quiconque accède à, bénéficie de cette dignité, cette tâche sisyphéenne, prométhéenne, est nécessaire, même si elle restera, on le sait, toujours inachevée, une œuvre toujours en chantier. Cette dignité, aujourd'hui, tant d'entre nous, tant de nos frères et de nos sœurs en humanité en sont privés. Et en particulier une partie de notre jeunesse, et de cette jeunesse, cette partie vive, indispensable, sans qui notre monde s'écroulerait, la jeunesse étudiante. Aujourd'hui, hélas, et même si ce n'est pas nouveau, notre jeunesse étudiante est menacée par la précarité, jusque dans ses besoins essentiels, se nourrir, se loger, se déplacer, habiter notre terre dignement, en somme, et assurer sa survie, permettre la permanence et la continuité. Pour nous parler de cette réalité, pour tracer la ligne d'un réel moins délétère, moins désespérant, nous avons demandé aux jeunes eux-mêmes, aux étudiants de venir nous en parler, témoigner et surtout démontrer que malgré Sioran, le pire n'est pas toujours sûr, que l'action bénévole et bénéfique est possible et qu'il ne faut pas, du moins pas complètement, désespérer de l'homme. Notre sœur Gloria présentera donc nos deux conférenciers de ce soir, puis, après un temps d'échange dans la convivialité fraternelle, notre grand maître, Guillaume Trichard, apportera ses conclusions, bien sûr ponctuelles et partielles, puisque, par définition, un chantier est toujours en progrès. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous remercie de votre écoute patiente et résignée, et par avance, remercie aussi nos deux conférenciers de ce soir et vous tous pour être présents ici. Mon frère Fabrice. Merci René. Et pour effectivement entrer dans le vif du sujet, je vais donner la parole à Gloria, l'organisatrice de cette conférence publique. Gloria, tu as la parole. Mesdames, Messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, très chers grands maîtres, voilà, nous avons ce soir le bonheur d'avoir deux acteurs de terrain qui, eux, savent ce que c'est la précarité étudiante, sujet de notre conférence de ce soir. Président de COP 1, M. Benjamin Frolic est étudiant en master des sciences politiques à la Sorbonne et conseiller régional de Bretagne. COP 1 est une association de solidarité par et pour les étudiants. Elle vient en aide à 13 000 étudiants chaque mois
dans 12 villes sur le territoire et outre-mer. La solidarité étudiante face à l'inflation, entre auto-organisation et absence de solutions politiques d'ampleur. Originaire d'Angers, Madame Sarah Biche est actuellement vice-présidente chargée des affaires sociales à Lafage et s'occupait l'année dernière de coordonner les projets d'innovation sociale au sein du réseau, dont les Agorae, épicerie sociale et solidaire. Lafage, Fédération des associations générales étudiantes, est une association ayant pour but d'améliorer les conditions de vie et des études des jeunes. Merci à eux et bonne conférence. Merci, Gloria. Comme nous le faisons d'habitude lors des chantiers de la République, la présente conférence est simultanément diffusée sur Internet via YouTube, avec une possibilité de poser des questions pour vous, public ici présent, bien sûr, aussi pour les téléspectateurs qui nous suivent à distance. Sans plus attendre, nous allons démarrer la conférence avec vous, Sarah Biche, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer cette prise de parole, je pense qu'on peut collectivement essayer de poser un peu le constat de la précarité étudiante à l'heure actuelle. Aujourd'hui, la précarité étudiante, c'est une réalité depuis déjà des dizaines d'années. Depuis déjà des dizaines d'années, à la FAGE, qui est la première organisation étudiante de France, on se bat contre cette précarité sous différents plans. D'abord en représentant les étudiants et étudiantes auprès des instances, dans les conseils d'administration des CROUS, des universités, auprès des collectivités territoriales et des interlocuteurs politiques au niveau national, et aussi sur le terrain, en mettant en place des projets d'innovation sociale qui répondent à des besoins qui ne sont pas remplis actuellement pour les jeunes. Notamment, comme on disait, par le biais des épiceries sociales et solidaires Agorae. On en compte actuellement 40 sur le territoire, dont la dernière a ouvert ses portes le mois dernier à Avignon. Cette précarité, elle est vraiment multidimensionnelle, multifactorielle. Elle ne prend pas toujours les formes qu'on pourrait lui laisser paraître. Actuellement, à la FAGE, on a sorti en septembre notre 22e indicateur du coût de la rentrée. C'est un dossier qui permet de mettre en lumière la difficulté financière des étudiants à poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur, en mettant en avant des frais de vie courante et des frais liés à la scolarité. Cette année, pour la première fois, cet indicateur a passé la barre des 3 000 €. Une somme très alarmante qui nous alerte sur la situation financière auquel sont confrontés les étudiants au quotidien. Alors, pour avoir une meilleure appréciation du profil type de ces étudiants en situation de précarité, on a été posé la question directement aux bénéficiaires de nos Agorae. Et cette année, pour la première fois, on a pu publier notre baromètre de la précarité étudiante, une enquête réalisée auprès des bénéficiaires de l'aide alimentaire sur tous les territoires, qui nous a permis d'en tirer plusieurs conclusions. Cette précarité, tout d'abord, elle atteint durablement leurs conditions de vie. Premièrement, elle les met dans une incapacité à se loger. Actuellement, le parc social, notamment des CROUS, premier interlocuteur de la vie étudiante pour les jeunes qui rentrent dans l'enseignement supérieur, n'est pas en capacité de loger la majorité de ses usagers. On compte environ un logement CROUS pour 16 étudiants sur le territoire. Si on n'est pas boursier au plus gros échelon, actuellement, on n'a absolument aucune garantie d'avoir une tarification sociale sur son logement. On est donc contraint de se diriger vers le parc privé. Un parc privé, vous le savez, qui, comme toute la population, connaît une énorme crise, une très grosse tension locative, d'autant plus pour les étudiants qui rentrent en concurrence directe parfois avec les jeunes actifs sur les territoires, qui sont souvent considérés comme un public ayant moins de pouvoir d'achat, moins de possibilités de rester longtemps sur un territoire et donc moins intéressant pour certaines communalités. Mais ce n'est pas juste le logement. Le logement fait partie de ces dépenses contraintes. On ne peut pas les faire varier. Par contre, il y a d'autres postes de dépenses qui, eux, peuvent devenir des variables d'adaptation budgétaire. C'est notamment ce qu'on remarque pour l'alimentation, pour le droit au loisir, pour l'accès aux soins. L'alimentation, tout d'abord, c'est ce qu'on voit le plus au quotidien dans nos épiceries. Et je vais vous donner quelques chiffres. Actuellement, dans nos Agorae, pour les bénéficiaires, pour plus de 60% d'entre eux, c'est le quotidien de sauter au moins un repas par semaine. Pour 22% d'entre eux, ils en sautent au moins 4 par semaine. Dans 99% des cas, c'est pour une raison financière. Et même quand ce ne l'est pas,
C'est quand même une situation qui découle de leurs conditions économiques, puisque ce n'est parce qu'ils n'ont pas accès à une restauration à tarification sociale, parce qu'il n'y a pas de restaurant Crous sur leur campus. Vous le savez peut-être, les universités sont organisées en différents campus sur les territoires, des campus dits principaux et des sites dits d'équilibre. On y retrouve des formations, souvent des formations sanitaires et sociales, qui se retrouvent un petit peu reléguées du reste des services universitaires et qui n'ont pas accès à l'intégralité de ces services. Pourtant, ils payent bien les mêmes taxes au début de l'année pour contribuer à leur réalisation. Donc on parle de l'alimentation, l'accès aux soins c'est aussi quelque chose de très important parce que mal s'alimenter à des temporalités qui ne sont pas régulières avec des produits qui sont souvent peu qualitatifs, surtout quand on vit dans une chambre Crous de 9 mètres carrés et qu'on n'a qu'un micro-ondes à sa disposition, ça a aussi des impacts sur la santé. Tout comme le fait d'être stressé dans ses études, de ne pas avoir de logement, de ne pas savoir de quoi sera fait demain et comment payer ses factures, tout ça, ça a un impact très fort sur la santé physique et mentale. Et pourtant pour un étudiant sur deux, en tout cas parmi nos bénéficiaires, c'est le quotidien de renoncer aux soins. Alors effectivement, ce n'est pas que pour des raisons financières, aussi pour des raisons de manque de professionnels disponibles, de temporalité pour obtenir un rendez-vous. Mais le fait de ne pas avoir les moyens d'accéder aux soins quand on est étudiant, ça reste une problématique principale. Et enfin, c'est une situation qui pousse largement au salariat. Alors le salariat, on entend souvent que finalement c'est un peu une étape à passer, que c'est normal de galérer quand on est jeune, que tout le monde a travaillé quand il était en études. Mais pourtant ce salariat, il compromet l'objectif premier de faire des études, puisque aujourd'hui, on peut le dire, la précarité étudiante, c'est le premier facteur d'échec académique. Quand on se salarie, ce qui concerne 40% des étudiants, en tout cas en 2021, dans la dernière enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, ça compromet largement notre capacité à être en réussite académique. On considère qu'au-delà de 12 heures par semaine de salariat, on compromet largement nos chances soit de poursuivre son cursus, soit de ne pas l'allonger, ou tout simplement de rester dans ses études. On est dans une situation où pour pouvoir faire des études, on est obligé de revoir ses conditions de vie à la baisse, de se salarier, et cette même situation nous amène à arrêter nos études et à ne plus pouvoir remplir notre objectif de base. Concrètement, une fois qu'on a dit ça, on pourrait se dire qu'on est en France, on a un système de protection sociale qui devrait mettre en sécurité ses étudiants et ses étudiantes. Et pourtant, dans nos mêmes épiceries, quand on fait un sondage, on se rend compte que 74% de nos bénéficiaires ne sont pas bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux. 74%, c'est énorme, c'est 3/4 des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et comment ça se fait? Parce que ce système d'aide sociale, il n'a globalement pas été revu à la hausse depuis 10 ans. Alors cette année, on pourrait y revenir plus tard, on a eu une réforme qui s'est mise en place en septembre, mais globalement, c'est un système qui ne prend pas en compte la situation individuelle des étudiants. On est sur une dynamique d'aide sociale familialisée qui prend en considération uniquement les revenus du foyer parental et qui ne prend pas en compte la situation propre d'un étudiant. Pourtant, des situations de rupture familiale, il y en a énormément. Elles sont toutes très spécifiques. Des parents qui ne donnent tout simplement pas de quoi subvenir à leurs besoins à leurs enfants, ça existe aussi sans qu'il y ait de situation de rupture. Et tout simplement, nombre de foyers actuellement ne sont tout simplement pas en capacité, même s'ils le souhaitent, de subvenir aux besoins de leurs enfants, surtout quand ils doivent payer un logement dans une autre ville, que les plateformes de sélection à l'entrée dans l'enseignement les obligent à avoir une mobilité interrégionale. Pour toutes ces raisons-là, ce système il doit être réformé. Nous, c'est ce qu'on demande à la FAGE. C'est une réforme structurelle, systémique, et un changement de paradigme par rapport aux aides sociales, pour considérer enfin l'étudiant non pas comme l'enfant d'eux, mais comme un citoyen en devenir qui a le droit à ses propres ressources pour s'émanciper. Et ça prend plusieurs formes. Tout d'abord, et dans l'urgence, une réforme des écueils du système actuel, la prise en compte de l'inflation pour le montant des bourses qui, on le rappelle, n'ont pas été revalorisées quand toutes les charges qui sont redevables aux étudiants l'ont été. L'indexation des plafonds pour accéder aux bourses sur le SMIC. Depuis 10 ans, on se rend compte que les salaires ont augmenté, pas le niveau de vie puisqu'ils ont augmenté par rapport à l'inflation, mais pas les plafonds d'accès aux bourses. On a donc une énorme majorité des étudiants issus de familles de la classe moyenne qui se sont vus évincés progressivement de ce système-là, tout simplement parce que leurs parents gagnaient d'un coup trop pour être éligibles aux bourses et pourtant leur situation n'avait en rien changé. Et enfin, une prise en compte territoriale. Actuellement, dans le système de bourse sur critères sociaux, un étudiant qui vit en Outre-mer, à Laval ou à Paris, touche exactement la même somme d'argent. Il n'y a aucune prise en compte de l'indice du coût de la vie locale. Nous, ce qu'on demande, c'est une prise en compte par un montant forfaitaire de ces spécificités territoriales pour arriver à accompagner correctement ces étudiants. Mais à long terme, ce qu'on revendique, c'est plus un changement de paradigme et un changement législatif sur la place qu'a l'étudiant dans la société. Vous le savez sûrement, actuellement, les parents sont dans l'obligation légale de subvenir aux besoins de leurs enfants. Ça ne veut pas dire que l'État leur donne les moyens de le faire.
On a un dispositif qui s'appelle la demi-part fiscale, qui est censé être une aide pour les étudiants. C'est comme ça qu'elle est comptabilisée dans le fléchage des fonds, mais c'est une aide indirecte qui est globalement plutôt inefficace. Elle est avantageuse globalement pour les 10% de foyers les plus aisés, mais pour une classe moyenne, elle représente environ 600 € par an. Comment on peut considérer qu'avec 600 € par an, on est en capacité d'aider son enfant étudiant à faire ses premiers pas dans l'enseignement supérieur, à changer de ville, à avoir un appartement, à avoir une vie sociale, parce qu'on l'oublie souvent, mais le droit à la vie sociale et au loisir, dans une période de construction intellectuelle, individuelle, d'émancipation, c'est très important et ce n'est pas à négliger, de s'alimenter et de pouvoir tout simplement suivre ses enseignements avec tous les frais logistiques, scolaires que ça implique. Nous, on est dans une démarche où on voudrait supprimer cette aide financière et avoir une aide qui soit directement reversée aux étudiants eux-mêmes pour leur permettre de faire leur propre choix. Alors on pourrait se dire que est-ce que tous les étudiants ont vraiment besoin d'avoir une aide ? Mais pourtant on le sait, quel que soit le niveau socio-économique de nos parents, ils ne nous aident pas forcément. Et en plus, avoir une aide financière indépendante, c'est aussi un argument très fort contre l'autocensure, sur le fait de faire ses propres choix. C'est un objectif émancipateur beaucoup plus grand et c'est un investissement pour la jeunesse, pour les citoyens demain qui s'inséreront professionnellement et qui feront aussi marcher notre économie, notre pays, notre démocratie. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, à la FAGE, pour remédier à tout ça ? Eh bien, je vous l'ai dit, on agit dans les conseils, dans les collectivités, on a des actions politiques, mais on a aussi des actions sur le terrain, avec des équipes de bénévoles qui font tout ce qu'elles peuvent au quotidien pour aider ces étudiants, qui sont elles-mêmes étudiantes, puisqu'on fait de l'action par les pairs. On croit fortement au fait que c'est beaucoup plus facile de se confier sur sa situation à quelqu'un qui est dans la même que de passer directement les portes d'un service social. C'est potentiellement très stigmatisant. Et nous, on a un rôle de premier interlocuteur, de premier guichet d'accueil pour l'accès aux droits, pour l'accès aux aides, pour le fait de remplir ces démarches. On a un grand public d'étudiants internationaux qui ne sont pas toujours les plus à l'aise avec le système administratif et qui ont besoin d'être accompagnés. Mais les agorae, les épiceries, ce n'est pas seulement lutter contre la précarité alimentaire. Déjà, c'est beaucoup plus largement lutter contre l'insécurité alimentaire. Proposer des produits de qualité, de saison, faire de l'éducation à l'alimentation, en faire un réel levier de transformation des pratiques. C'est proposer des ateliers cuisine pour apprendre à cuisiner des produits qu'on ne connaît pas, faire des partenariats avec des producteurs et productrices locales. Mais c'est aussi proposer des temps culturels, des activités de loisirs. Tous les ans, on envoie des étudiants pour 50 € tout compris en séjour sportif pour qu'ils puissent découvrir des activités auxquelles ils n'ont pas accès, qu'ils puissent comprendre les intérêts de l'activité physique et sportive dans leur santé, qu'ils puissent connaître de nouvelles personnes. On essaie de créer une sorte de mixité sociale pour permettre à tout le monde de se rencontrer. C'est pour ça que nos épiceries, au-delà d'être un endroit de distribution alimentaire, ce sont avant tout des tiers-lieux et des lieux de vie dans lesquels on peut se rendre qui qu'on soit, n'importe quel jeune, précaire ou pas, et on peut discuter, faire des jeux de société, avoir accès à un ordinateur pour faire ses démarches, trouver toutes les ressources sur les assistantes sociales de sa région, s'inscrire à des ateliers, faire des karaokés, tout ce que vous pouvez imaginer dans un lieu de vie. Tout ça avec des bénévoles étudiants qui pourtant ont beaucoup de difficultés eux aussi, qui sont souvent précaires, qui sont souvent bénéficiaires eux-mêmes de ces épiceries et qui ne sont pas soutenus. Actuellement, l'aide alimentaire, on en reparlera sûrement, que ce soit au niveau des agorae, mais des restos du cœur, du secours populaire, elle tire sa sonnette d'alarme, elle atteint un plafond de verre. On est obligé de refuser des étudiants. Tous les jours, dans nos épiceries, on refuse des étudiants à l'aide alimentaire. Alors on leur donne des paniers, on ne les laisse pas seuls, mais on n'a pas la possibilité de les accueillir. On a des locaux qui sont on a des financements qui nous permettent de financer un certain nombre de denrées, mais pas plus. On fait des ramasses, mais on n'a pas forcément les moyens d'avoir autant de camions que ce qu'on voudrait, autant de capacités logistiques, autant de frais de fonctionnement pour rénover ces infrastructures, de quoi respecter toutes les législations sur la sécurité, l'hygiène alimentaire, toutes ces choses qu'on ne voit pas de l'extérieur et qui sont pourtant le quotidien des bénévoles qui s'engagent pour les autres. Alors à l'heure actuelle, nous, ce qu'on demande et pourquoi on tire cette sonnette d'alarme, c'est qu'on a vraiment cette sensation que l'aide alimentaire, c'est la seule solution qui est mise en avant face à la précarité des étudiants. On a très peu de propositions structurelles, systémiques, qui permettent d'avoir un espoir de changer l'avenir. Et on fait reposer le poids de cette lutte contre la précarité sur les associations et sur les jeunes eux-mêmes. Et les jeunes n'ont pas à être les seuls garants de la capacité des autres jeunes à suivre leurs études et à s'émanciper. Et c'est pour ça qu'on continuera de le faire dans les prochaines années. On a des très grosses attentes pour la rentrée prochaine, pour la réforme des bourses qui nous a été promise depuis le début de ce quinquennat et pour tous les chantiers qui nous attendent, autant sur le sujet du logement que de l'alimentation, que des aides sociales, que des aides au logement.
Et on espère pouvoir convaincre largement que ces propositions sont les bonnes. Et nous, au quotidien, on ne cessera pas de rappeler le quotidien de ces étudiants et étudiantes. Merci beaucoup. Monsieur Frolik Benjamin, c'est à vous. Bonsoir à toutes et tous. Alors, n'étant pas moi-même franc-maçon, je ne maîtrise pas les codes, donc est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux? Bon, bah, je vais parler comme ça alors. N'étant pas moi-même franc-maçon, je ne maîtrise pas les codes et je suis très impressionné, je dois le dire, d'être ici et je découvre pleinement les lieux. Donc moi, je suis président et cofondateur de l'association Copain. Je passe après Sarah qui a fait énormément de constats et qui vous a donné, je dois le dire, je partage à 100% aussi bien les constats qui ont été faits parce qu'on les partage également avec mon association et les pistes de solutions qui sont apportées, qui ont été apportées aussi bien sur les questions de réforme des bourses que de territorialisation, sur le fait d'autonomiser les jeunes vis-à-vis de leurs parents. Je pense que toutes ces questions-là, c'est des choses qui vous parlent aussi et que ça s'inscrit pleinement dans la thématique de la dignité qui a été celle de ces conférences, de ce cycle de conférences. Moi, je vais vous parler rapidement de Copain, de ce qu'a amené la création de Copain, parce que Sarah l'a très bien dit, la précarité étudiante n'est pas un sujet nouveau. On a une précarité étudiante qui existait au moment où chacun d'entre vous a pu faire ses études. Tout le monde a connu un moment de galère, des moments de galère, aussi bien personnellement que de la part de ses proches, de ses amis. Tout le monde a connu des étudiants en situation de précarité. On a malgré tout une situation qui s'est considérablement aggravée au moment de la première crise du Covid. Première crise du Covid, j'entends le premier confinement. À partir de ce moment-là, moi j'étais un étudiant pleinement naïf, engagé dans son cursus universitaire, je faisais du droit et de la science politique, je fais toujours de la science politique. Et ça nous est un peu tombé dessus de façon bien pire qu'avant. On parlait de la classe moyenne tout à l'heure. Il y a énormément de mes amis qui étaient dans une situation financière tout à fait stable, avec des parents que je connaissais, dans une situation financière tout à fait stable, et qui se sont retrouvés du jour au lendemain, du fait de la situation de leurs parents ou de leur situation personnelle, à pu être en mesure d'avoir leur petit boulot à côté, avec des parents qui tombaient eux-mêmes dans une situation de précarité, et donc on se retrouvait avec des étudiants qui, au moment de la fin du premier confinement, des amis à moi qui me disent « je vais devoir aller au Resto du Cœur parce que je suis incapable de payer mon loyer et de continuer à payer mes courses ensuite si la situation évolue pas ». Donc, partant du même constat que celui qui a été fait par Sarah, et vous allez voir, je vais souvent citer l'intervention précédente parce qu'il y a quand même beaucoup de passerelles entre l'action pareil pour les étudiants qui est menée par la FAGE et l'action pareil pour les étudiants qui est menée par Copain. On s'est dit qu'il y avait un enjeu à créer une association qui permette de passer plus facilement cette barrière-là sans avoir, et je salue pleinement le travail qui est mené par les Restos du Cœur, mais sans avoir cette difficulté à aller solliciter une aide qui n'est pas pensée pour les étudiants et qui est pensée pour aider un public bien plus large. Et heureusement que cette aide existe là, parce que sinon, vous imaginez bien la catastrophe sociale et humanitaire que ce serait si les associations comme le Secours Populaire ou les Restos du Cœur n'existaient pas. Mais fondamentalement, quand on est étudiant, quand on rentre dans la vie active, le fait de se dire « je vais aller solliciter une aide » qui est pensée pour des gens qui dorment à la rue, pour des familles entières qui sont dans une situation de précarité avec des enfants, c'est une violence symbolique, une violence réelle, extrêmement forte. Et donc, il y avait un enjeu à essayer de casser cette barrière-là et de permettre à des étudiants qui allaient avoir faim, crever la dalle à partir de cette rentrée-là, mais qui crevaient déjà la dalle avant pour une bonne partie d'entre eux, comme je l'ai dit, de pouvoir solliciter une aide différente et donc de pouvoir solliciter une aide par et pour les étudiants. Et donc c'est à ce moment-là qu'est né Copain. On a créé Copain à Paris. On a commencé les distributions alimentaires avec des ambitions tout à fait modestes et on a commencé cela au mois d'octobre 2020. Ça fait aujourd'hui 3 ans qu'on existe, on est présent, au fur et à mesure on a augmenté, et je vais y revenir après, mais nos capacités d'action, mais si on reste pleinement sur l'aide alimentaire et sur
et sur les nécessités alimentaires qui sont les plus prégnantes, les plus visibles, parce que c'est le besoin prioritaire après le besoin de logement pour pouvoir suivre ses études dans de bonnes conditions, c'est le fait de pouvoir se nourrir, parce que c'est complètement impossible de suivre un cours correctement, aussi bien quand on est un petit enfant et qu'on n'a pas pris de petit déjeuner avant d'aller à l'école que quand on saute un repas pour aller à la fac l'après-midi. Et donc, il y avait cet enjeu-là, et cet enjeu-là, il est toujours très prégnant. Donc nous, on est présent aujourd'hui dans 12 villes réparties partout en France. On va ouvrir des nouvelles antennes dans les jours qui viennent, une antenne à Fort-de-France, en Martinique, une antenne à Besançon, d'autres antennes un petit peu partout en France. L'objectif pour nous, c'est, en complémentarité avec ce qui se fait des Agora et notamment avec ce qui se fait par d'autres acteurs. Il y a des grands acteurs de la solidarité qui ont des dispositifs pour les étudiants maintenant plus qu'avant. Le Secours Populaire fait des choses à Lyon par exemple. Il y a d'autres, les Restos du Cœur à Paris. Enfin voilà, il y a d'autres. Tout le monde a pris conscience de la situation, aussi bien volontairement parce que ou involontairement parce que, comme moi, on était dans une certaine forme de naïveté sur la situation précédemment. Et donc, avec Copain, le cœur de notre action reste une aide alimentaire, parce que c'est la priorité absolue. On aide entre 13 et 15 000 étudiants par mois sur ce volet-là purement alimentaire, par des distributions de paniers. Nous, on a un modèle qu'on considère être intermédiaire entre le modèle de la distribution classique, dont vous avez sûrement vu les images à la télé avec des files d'attente longues, interminables, qui sont assez horribles à voir, parce que la personne qui arrive en dernier, et si on parle de dignité, le fait de faire la queue pendant 3 heures pour avoir accès à un panier alimentaire n'est pas quelque chose de très digne. Et donc, aussi bien, toujours dans la même logique que celle qui était la nôtre quand on s'est dit qu'on allait créer quelque chose pareil pour les étudiants pour faciliter le fait de demander de l'aide, on s'est dit qu'il fallait absolument éviter le fait de créer ce phénomène de queue-là, qui a une portée médiatique certaine et qui permet de faire des images pour mettre en avant les choses, mais qui, si on est vraiment dans une logique d'aider quelqu'un, n'est pas très saine et et peut être évitée en tout cas. Tous les acteurs de la solidarité vous le diront, l'objectif depuis la création des associations, c'est d'éviter de faire attendre les gens dans la rue pour leur donner quoi que ce soit. Donc on a un modèle où les étudiants s'inscrivent et puis ils peuvent venir récupérer librement choisir les produits qu'ils veulent parmi des produits d'hygiène et des produits alimentaires. On a la grosse base de nos paniers alimentaires qui sont des fruits et légumes, parce que contrairement aux idées reçues, c'est pas la viande qui saute en premier. Enfin, la viande elle saute complètement, mais c'est surtout les fruits et légumes. Quand on n'a pas d'argent, on ne va pas au marché, on achète des choses qui coûtent le moins cher possible. Et en général, ce qui saute, c'est ce qui a été prouvé par nos études et ce qui a été prouvé par de nombreuses études. Ce qui saute, c'est les fruits et légumes, parce qu'on achète des produits qui sont plus faciles, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de cuisiner tous les fruits et légumes. Et donc, nous, on fait en sorte d'offrir la possibilité de récupérer des fruits et légumes variés, de saison, bio, la plupart du temps, quand c'est possible. Mais les difficultés qui frappent les associations font que c'est de moins en moins possible, et la crise du bio fait que c'est de moins en moins possible aussi. Et donc, ensuite, il y a un libre choix parmi une variété de produits, des produits frais, des produits secs, des produits d'hygiène, des produits totalement variés. L'idée, c'est d'avoir un panier alimentaire qui permette de tenir sans avoir à faire de courses pour la semaine. Et donc, que quelqu'un qui est complètement dépendant, parce qu'une fois qu'il a payé son loyer, qu'il a payé ses charges, à 0 € sur son compte bancaire, et donc quelqu'un qui est complètement dépendant peut venir solliciter Copain et vivre sans avoir d'autres besoins, parce que ça on a parlé, mais le fait de travailler à côté de ses études, où tout le monde travaille déjà à côté de ses études, parmi les bénéficiaires de l'aide alimentaire, mais le fait de travailler à côté de ses études sur un volume horaire trop important fait rater automatiquement ses études. C'est inconcevable de travailler 20 heures, 30 heures, 35 heures, voire plus pour certains étudiants, et de réussir convenablement ses études. En général, quand on parle de job étudiant, on pense plutôt à des jobs de 5-10 heures qui permettent, et encore, c'est vraiment pas toujours le cas, et donc c'est vraiment pas le modèle à vanter, le modèle à pousser comme solution à la précarité étudiante, de réussir ses études. Donc, l'idée, c'est d'offrir un panier qui permette, de permettre de récupérer un panier qui permette de tenir la semaine sans avoir besoin de faire de courses. Ça, c'est ce qu'on a fait
au cœur de notre action, c'est ce pourquoi on s'est créé, mais très rapidement on s'est rendu compte que les besoins ils étaient bien plus larges que ça, bien plus variés que ça, et que la précarité alimentaire c'était la face visible des choses, parce qu'on en parlait, parce que voilà, on s'était saisi de ce sujet-là. On nous a sollicité énormément en nous disant « j'ai pas acheté de nouveaux vêtements, j'ai des trous dans mes vêtements, je vais au lycée pour certains, et je vais au lycée, à la fac, avec des trous dans mes chaussettes, j'ai les mêmes chaussures qui sont trop petites, les mêmes chaussures depuis un certain temps, et donc on a, nous, démarré aussi une action d'aide vestimentaire. L'objectif, à ce moment-là, c'était vraiment de pouvoir, en collaboration avec plein de grandes associations comme Emmaüs, qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là, de pouvoir avoir des dressings solidaires pour les étudiants, qui permettent une forme de circuit court avec des étudiants qui donnent les vêtements qui ne mettaient plus, des récupérations avec des grandes marques, avec des marques de vêtements, des récupérations de particuliers qui nous donnaient des vêtements, comme fonctionnent les Emmaüs, mais sur un principe de gratuité absolue, comme l'était le principe de notre, comme le sont toujours le principe de nos aides alimentaires. La particularité de Copain, en plus d'être une association pareil pour les étudiants, est basée sur un principe comme les Restos du Cœur, de gratuité absolue sur l'ensemble de nos dispositifs. Là, je vous parle de l'aide alimentaire, de l'aide vestimentaire. Toutes les autres choses qu'on met en place sont basées sur un principe de gratuité pleine et entière. Et donc, on a ces dressings solidaires. Il y en a un dans le 17e, pas très très loin d'ici, à Porte de Champéret. Enfin, c'est un peu loin, mais c'est à Porte de Champéret. Qui est ouvert tous les mardis et bientôt tous les jeudis, et on ouvre à 250 étudiants qui peuvent récupérer entre 5 et 10 pièces de vêtements en fonction des vêtements qu'ils récupèrent. On n'a pas besoin non plus de 4 manteaux, et qui peuvent venir une fois par mois récupérer ces vêtements-là, récupérer les vêtements comme ça en fonction de leurs besoins. Ça, c'est le deuxième axe de ce que Copain fait. On fait aussi plein de distributions de petits déjeuners dans les universités, parce que Sarah parlait des repas sautés. Je vais pas vous redonner les chiffres. On a aussi mené des études avec Copain, une étude avec l'IFOP qui est sortie au mois de septembre également, qui fait un panorama général de la situation de précarité des étudiants au sens large, et une comparaison avec les étudiants bénéficiaires de Copain pour montrer que le constat de base, c'est qu'une bonne majorité des étudiants sont pauvres, et que parmi ces étudiants, il y en a qui sont très très pauvres. Je reviendrai après sur le profil des étudiants les plus pauvres. Et donc, dans cette étude-là, on voyait que le premier repas sauté, c'était le petit déjeuner, et que, globalement, il y avait une bonne majorité des étudiants, quel que soit leur niveau de revenu, qui allaient à la fac sans prendre de petit déjeuner. Il y en a, c'est pour des questions de temps, mais la plupart du temps, c'est que c'est facile. C'est plus facile de sauter le petit déjeuner que de sauter le repas du midi ou que de sauter le dîner. Et donc, voilà, plein d'étudiants qui vont à la fac à la fac ou à la prépa ou autre, sans avoir pris de petit déjeuner. Donc, on organise des distributions de petits déjeuners sans regarder aucun critère de ressources, sans regarder rien du tout. On se dit simplement que c'est aussi sympa d'avoir accès à un petit déjeuner gratuit avant d'aller à la fac. Et ensuite, les trois derniers axes des actions matérielles de Copain, c'est de l'accès à la culture, de l'accès au sport et de l'accès au droit. Je ne refais pas les constats qui ont été faits tout à l'heure, mais évidemment qu'une fois qu'on a utilisé tout son budget pour payer son loyer, payer ses charges et payer les quelques frais qu'on a la possibilité de mettre dans son budget alimentaire, on ne va pas au cinéma, on ne va pas jouer au foot avec les copains, on ne va pas faire quoi que ce soit d'autre de loisir ou si on peut considérer la culture comme un loisir, ou de quoi que ce soit d'autre qui sorte du cadre du train-train quotidien de manger, dormir, aller en cours, manger, dormir, aller en cours. Et donc ça crée ça renchérit sur une problématique autre qui est tout aussi grave, qui sont les problématiques de santé mentale. C'est que le fait d'être isolé chez soi, de ne pas sortir, de ne pas aller au musée, de ne pas aller au cinéma, est une problématique sociétale d'ampleur et de dignité tout aussi importante, voire encore pire dans la situation actuelle en France, que les problématiques d'aide alimentaire. Et donc, on s'est attaché à faire ça, et on organise en ce moment entre 35 et 50 sorties culturelles et sportives partout en France, toutes les semaines, pour permettre à des étudiants en situation de précarité de recréer du lien social qui, pour certains, est complètement brisé depuis les confinements successifs, et de rencontrer du monde, d'avoir accès à des activités culturelles et sportives auxquelles
l'accès n'était pas possible, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons aussi culturelles, familiales. Hein. C'est pas, vous le savez bien, un réflexe d'aller au musée. Tous les parents n'emmènent pas leurs enfants au musée, tous les parents n'emmènent pas leurs enfants au cinéma, tout simplement. Et donc on a mis des moyens là-dessus, et c'est aujourd'hui un pilier tout aussi fondamental de l'action de solidarité de Copain que l'aide alimentaire et l'aide vestimentaire. Et puis le dernier pilier, et là même si Copain n'est pas un syndicat, Copain n'a pas vocation à faire de politique au sens de on ne se présente pas aux élections universitaires, on ne le fera jamais, on ne se présente pas à quelque élection que ce soit, et c'est notre rôle. On se pense plutôt comme une association de solidarité à part entière, comme peuvent l'être la Fondation Abbé Pierre, et donc on met plus l'accent sur les constats qu'on fait. Et les constats qu'on fait, ils ont été faits, je ne le répète pas, sur les questions d'étudiants boursiers. Nous aussi, on a plus de 80% des étudiants qui sont non boursiers qui sollicitent l'aide de Copain, ce qui montre bien le problème fondamental et les enjeux fondamentaux qu'il y a à apporter des solutions sur des problématiques de bourse, et que la solution, elle réside là. Enfin, si on arrive à avoir une politique d'ampleur structurelle sur le logement étudiant et qu'on conjugue ça avec une politique de bourse qui est beaucoup mieux portée, beaucoup mieux structurée, voilà, c'est pas la mer à boire. On sait ce sur quoi il faut agir. C'est pas comme si c'était un mystère. On sait très bien ce sur quoi il faut agir pour résoudre la situation. Et donc, on fait, comme la Fondation Abbé Pierre le fait, des constats, et on fait remonter ces constats-là aussi bien aux politiques au niveau national, qu'aux mairies, et tout ça en complémentarité avec l'action des syndicats étudiants qui portent des politiques beaucoup plus revendicatives. Nous, on n'a pas de revendications politiques. Voilà, il y en a qui ressortent un peu naturellement de ce que je dis, et vous l'entendez bien, mais on n'a pas de revendications politiques. C'est pas notre rôle à nous, association Copain, de repenser le système de bourse, et je laisse ça bien librement à Sarah. Pour terminer, simplement, un sujet dont on ne parle pas beaucoup, et je pense qu'il est pour autant tout à fait fondamental au vu de la situation, au vu des prochaines réformes à venir, c'est la question des étudiants internationaux. Les étudiants internationaux, ils représentent une majorité, quel que soit le dispositif de solidarité que vous prenez, celui de Copain et tous les autres. Ils représentent une majorité des étudiants qui viennent à l'aide alimentaire et qui viennent solliciter tous les dispositifs de solidarité. Et ça crée un sujet majeur, parce que la question, elle n'est pas d'arrêter d'accueillir des étudiants internationaux. Au contraire, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui a toujours existé et quelque chose qui apporte bien plus à la France que quoi que ce soit d'autre. Mais donc, il y a un sujet extrêmement important qui est qu'on accueille des étudiants sans leur donner, voire même en leur mettant des bâtons dans les roues sur le fait de suivre leurs études en France, et que tout le monde ferme les yeux sur la situation. Si on parle de la situation politique actuelle, on a une partie de la classe politique qui ne met pas le sujet sur la table par peur d'attiser des réponses de l'extrême droite et autres, et une partie qui ne se prive pas de justement dire que le problème est là et qu'il y a des économies à faire sur les étudiants étrangers. Pour autant, la grandeur de la France, elle réside beaucoup sur son système universitaire, sur sa capacité à former des grands chercheurs, des grands mathématiciens et autres, vous en connaissez beaucoup. Et donc, c'est un scandale tout aussi important, tout aussi important et vraiment, et sur lequel c'est un scandale, quoi, il n'y a pas vraiment d'autre mot, que d'accueillir des étudiants et de les laisser dans une situation qui ne permet pas de suivre leurs études correctement. Ça vaut aussi bien pour les étudiants français que pour les étudiants internationaux, mais c'est encore plus honteux d'accueillir en toute conscience et en tout état de cause des étudiants sur le territoire français en leur mettant derrière des bâtons dans les roues sur des questions de visa. Nous, on a énormément d'étudiants qui nous sollicitent parce qu'ils se retrouvent à la rue, parce qu'ils ont des visas qui n'ont pas été renouvelés pendant 3 mois, et donc voilà, des étudiants qui dorment vous avez sûrement lu quelques articles là-dessus, sur des étudiants qui dorment au camping, sur des étudiants qui dorment dans leur voiture, et souvent c'est parce que il y a les problématiques de papier et les problématiques qui sont liées au fait qu'il n'ait pas la nationalité française. Il y a un autre sujet sur le profil des étudiants, ou plutôt des étudiantes, c'est qu'on a aussi une majorité de femmes qui viennent emplir les files des distributions alimentaires. Et alors ça, pour le coup, c'est un sujet qui est... Enfin, voilà,
je ne vais pas réinventer les choses, mais les femmes sont globalement dans la société française moins avantagées que les hommes, et ça se retrouve aussi dans la situation de précarité, ça se retrouve aussi avec des dépenses qui sont contraintes et qui sont obligatoires et qui sont plus importantes que celles qui pèsent sur les étudiants. Et donc, voilà, il y a énormément de solutions. Toutes les solutions sont sur la table. Les solutions ont été apportées au gouvernement à toute forme de politique par les syndicats étudiants, par les mouvements politiques divers et variés et par les associations. Donc, ces solutions existent. Il faut maintenant les mettre en place. Et parce que, et c'est ce que je mettais dans le titre de l'intervention, c'est pas à nous de faire ça. Moi, je passe 60 heures par semaine à travailler copain, à faire en sorte qu'on organise nos distributions, à faire en sorte qu'on organise tout ça. C'est le cas des 2500 bénévoles de copain qui seront bientôt 10 000 vu le rythme où ça va. Et tous ces étudiants-là, c'est des étudiants qui prennent du temps sur leur temps de cours, qui ne sont pas censés prendre, pour aller aider leurs collègues, pour aller aider leurs camarades de classe. Et ça, c'est tout aussi un scandale que la situation. Le fait que, face à une situation de catastrophe humanitaire, si on peut le dire, ou en tout cas de catastrophe sociale, c'est à des étudiants de s'auto-organiser pour aller aider d'autres étudiants. Et ça, je pense que si on peut tous être d'accord sur le fait qu'il faut que ça change. Merci beaucoup. Monsieur Benjamin Floïc, merci. Madame Sarabiche, merci. Un temps d'échange de questions va débuter maintenant, en fait, avec 2 micros que je vais distribuer. J'ai demandé à 2 amis, à Denis et à Joël, de venir récupérer. Pour un temps de questions-réponses à vous à la salle, mais aussi aux spectateurs qui nous suivent via YouTube, avec le numéro de téléphone qui doit apparaître maintenant. Je vais me permettre de... Ah, j'allais poser une première question, mais non. Honneur à la salle. Denis, en fait, nous avons une question, en fait, juste en début de colonne. Joël, pardon, merci. Bonjour à vous. Merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes, avec des constats qui sont effectivement alarmants, puisque en plus vous partagez les mêmes, donc c'est qu'il y a un vrai sujet. Je vais revenir, et c'est une question purement d'un point de vue plutôt mathématique, pour comprendre bien le sujet et éviter tout biais, sur le dernier point, le fait qu'il y ait plus de présence d'étudiantes que d'étudiants, tout en sachant qu'il y a de manière générale plus d'étudiantes que d'étudiants, à peu près 56% de femmes. Est-ce qu'on retrouve ces mêmes proportions, ou est-ce que les proportions sont différentes et pas le nombre, premièrement, pour éviter tout biais de confusion sur l'éventuel problème, et surtout, est-ce que la nature des demandes sont différentes? Je pense notamment à la précarité menstruelle, puisque c'est un vrai sujet qu'on retrouve souvent dans les médias, mais est-ce qu'il y a une sorte d'autres problèmes structurels qui toucheraient plus les femmes que les hommes, enfin plus les étudiantes que les étudiants, voilà, sur cette question-là. Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je sais que je sais plus si c'est 62% ou 64% de femmes qui viennent, qui sont les bénéficiaires de nos aides, mais donc, enfin voilà, mathématiquement, c'est plus que la proportion dans la population générale. Et sur pourquoi? Alors déjà sur les attentes, sur ce qui est récupéré, nous on n'a pas vu de différence particulière. On est vraiment sur la récupération des mêmes produits, également en premier lieu les fruits et légumes, et puis voilà, sur les mêmes produits, les mêmes besoins on n'a pas vraiment vu de différence entre un étudiant et une étudiante dans le besoin qui est de récupérer par rapport aux aides que nous on fait. Sur pourquoi? Alors évidemment, la question de la précarité menstruelle est un vrai sujet, c'est une dépense contrainte qui pèse sur une partie de la population qui ne se pèse pas sur une autre, et donc évidemment, il y a des questions alors, il y a deux autres éléments, un élément qui est plutôt un élément matériel et un élément qui est plutôt sociétal. L'élément matériel, c'est que le niveau des dotations qui sont faites par les parents sont plus faibles pour les femmes que pour les hommes, de façon générale. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est souvent, nous en tout cas, dans les remontées, et là, ce n'est pas une étude statistique majeure qu'on a menée, qu'on est en train de mener, mais qu'on n'a pas encore publiée, qui est que dans les couples, les personnes qui viennent récupérer l'aide alimentaire dans le cadre d'un couple sont les femmes plus que les hommes.
Donc ça donne quelques pistes d'explication qui ne sont évidemment pas exhaustives, mais qui sont les pistes d'explication les plus centrales dans celles que nous on voit par rapport aux actions qu'on mène. Voilà, je crois qu'on avait une question. Alors on a deux questions effectivement en début de colonne. À Joël, pardon. Bonsoir, mes frères, mes sœurs. Moi, de la question, je voulais faire un constat parce que j'entends effectivement le constat assez terrible qui est fait, mais finalement, c'est quand même un constat qu'on peut, de manière générale, retrouver sur les classes pauvres. Les choses sont de plus en plus terribles. Les Restos du Cœur, sur les 50 dernières années, n'ont fait qu'exploser. Alors, il est évident que le prisme de l'étudiant est quelque chose de terrible, puisque c'est effectivement, comme le disait la première personne qui s'est exprimée, c'est l'avenir de la nation. Mais pour quelle raison, sans pouvoir aider depuis 50 ans cette montée de la misère, qu'est-ce qui peut vous faire croire que pour le monde des étudiants, sur ce prisme-là, il va y avoir un sursaut qui permettrait d'un coup de pouvoir améliorer la condition de vie de ceux-ci, alors que les choses se dégradent de plus en plus pour tout le reste de la population pauvre que connaît la France. Voilà. Eh ben moi, j'y crois pas beaucoup, justement, et c'est bien ça le problème, c'est que je n'ai pas particulièrement d'espoir sur un sursaut quelconque, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de vous dire, si je croyais au fait qu'il y aurait une sortie des étudiants de la pauvreté dans les mois qui viennent, je suis pas sûr que je mettrais le même entrain au fait de créer des antennes de copains un peu partout en France en me disant qu'on va devoir les fermer dans quelques semaines. Et c'est d'ailleurs ça qui motive l'engagement associatif qui est le mien actuellement et qui est l'engagement associatif de tous les bénévoles de copains et de tous les bénévoles qui font cette action de solidarité. C'est le fait de se dire qu'on a bien conscience que la situation elle n'est pas prête de s'améliorer et que tous les phénomènes de l'inflation, on n'a pas l'impression que les réponses politiques vont dans ce sens-là telles qu'elles sont actuellement, font que oui, on n'a pas beaucoup d'espoir dans la réponse politique telle qu'elle est actuellement. Et que du coup, on met d'autant plus de moyens dans l'auto-organisation étudiante et dans ce qu'on fait et ce qu'on met en place, parce que voilà, on n'a pas particulièrement d'espoir. Mais je suis d'accord avec vous que la situation, elle est spécifique aux étudiants par certains aspects dont on a parlé, sur le fait qu'il y a des enjeux à créer des dispositifs spécifiques pour les étudiants pour faciliter le fait de demander de l'aide et tout ça. Mais la situation... j'ai pas du tout envie de vous dire qu'elle est pire pour les étudiants, qu'elle est pire que pour les classes populaires en France aujourd'hui, et vraiment pas. Et que la situation elle s'aggrave pour tout le monde, mais notamment pour les étudiants, et parce que pour les étudiants, malgré tout, il y a le principe d'être étudiant, c'est de ne pas avoir de travail. Et donc le fait de ne pas avoir de travail fait qu'on dépend forcément soit de ses parents, soit de la bourse, et qu'on dépend de choses qui ne sont pas, qu'on n'a pas forcément choisies. Et donc on est par nature plus fragile que d'autres formes de population, enfin que d'autres parties de la population. Allez-y, oui, bien sûr. Philippe Dehège, bonsoir à tout le monde. Je voudrais sur le sujet que vous avez abordé, 3 choses à dire. La première, oui, vous avez raison, mademoiselle, lorsque vous abordiez l'idée qu'autrefois les jeunes travaillaient. Je suis de ceux qui, en effet, ont été étudiants. J'ai eu la chance, sans être dans une famille particulièrement aisée, mais de pouvoir faire des études. Et si je travaillais, c'était pour apprendre ce qu'était le monde du travail. Et puis, je dois dire, c'était l'argent qui permettait d'acheter des livres, qui permettait un certain nombre de choses. Mais j'avais aussi la chance de pouvoir loger là où j'habite, à Montreuil, en allant à une université à Paris. La deuxième chose, il y a aujourd'hui dans les projets, et quelque chose est en train de changer, c'est qu'il y aura de plus en plus le distanciel. Et je l'ai expérimenté moi-même, tout simplement en tant qu'enseignant. Vous enseignez en distanciel et 1 ou 2 fois dans la semaine, on reçoit les étudiants dans une école, dans une salle, si bien que les étudiants n'ont plus besoin de se déplacer, sauf 1 fois par semaine. Et c'est en train de se mettre en place, et l'Éducation nationale
est aujourd'hui à réfléchir à comment diminuer le budget, car c'est un problème budgétaire. Ça coûte beaucoup moins cher de faire des cours en distanciel et de demander à des étudiants. Je ne parle pas sur la qualité pédagogique, nous sommes d'accord. Je parle chiffres, parce qu'il faut savoir aussi parler chiffres, et les chiffres sont cruels. Il faut savoir que le distanciel est en train de se développer et que c'est une solution que l'Éducation nationale est en train d'envisager. Je crois que ce serait un élément à intégrer dans l'analyse que vous faites de la précarité. Troisième élément, je l'ai observé avec des élèves et des étudiants, la précarité est aussi liée, malheureusement, à un élément qui est de plus en plus flagrant, mais pas pour tout le monde, une non-maîtrise de plus en plus forte des noms fondamentaux chez nos élèves et étudiants. Quand vous êtes dans une école où Monsieur le ministre précédent met ses enfants, une école ou non prestigieux d'une région prestigieuse de France, rue d'Assas, où j'ai eu l'occasion à l'université d'être étudiant et être enseignant, il est certain que les fondamentaux, on les connaît dès qu'on entre en sixième. On sait lire, écrire et compter. Quand ensuite vous vous retrouvez comme professeur de maths en Seine-Saint-Denis, dans ma propre ville, à Montreuil, que l'on vous fait comprendre que de toute façon les élèves que vous avez, c'est la voie professionnelle, si possible, que vous avez quand même affaire à une certaine population qui est d'origine, quoi qu'il en soit, immigrée, il ne faut pas s'y tromper. Il ne faut pas être surpris, par la montée du communautarisme et avec cela la montée des attaques contre la laïcité, et il ne faut pas être surpris lorsque ces jeunes se retrouvent ensuite étudiants, la plupart sont blackboulés, pour utiliser une expression bien connue. Ces jeunes sont blackboulés par rapport à ceux qui viennent de milieux socio-culturels privilégiés. Je vous invite à aller vers votre question de manière à entendre nos conférenciers. Et si j'aborde ce sujet, c'est qu'il est nécessaire et il est temps de réaborder. Je crois sur cette question justement des fondamentaux qui jouent sur cette précarité étudiante, un des éléments, je crois quand même que cette maison a abrité un certain nombre de personnes qui ont défendu le savoir lire, écrire et compter, à ma connaissance, et que ce serait peut-être au moins leur rendre hommage et de ne pas les oublier, de devoir s'attaquer enfin à ce problème. Et on résoudra aussi une partie des attaques à la laïcité. Ma question, elle est très simple. Oui, je veux la question sociale, la précarité étudiante touche quand même un certain nombre de milieux sociaux, et notamment des milieux qui sont défavorisés, et défavorisés culturellement y compris. Oui, je pense que de toute façon, il y a une grosse question de la liaison, mais le milieu socio-économique, évidemment, influence la suite, le parcours académique. C'est pas une nouveauté en soi. Peut-être pour revenir sur l'ordre dans lequel les choses ont été prises, sur la question du salariat, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses qui ont potentiellement changé dans la manière dont se déroule un cursus académique à l'heure actuelle. Je vais prendre mon exemple parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Moi, j'étais étudiante en pharmacie à Angers. C'était inenvisageable par rapport aux horaires de cours que j'avais d'avoir un travail étudiant, à moins de le faire la nuit et le week-end, ce qui était le cas de certains de mes camarades. On avait cours, et des cours obligatoires, puisque c'était uniquement des TD et des TP et très peu de cours magistraux. Donc on était de toute façon conditionnés pour avoir notre bourse à une assiduité, puisqu'au bout de 3 absences, le droit à la bourse peut être retiré. Et donc, il fallait travailler globalement après 19h, donc le soir ou le week-end. Sauf que on est dans une filière qui est certes sélective à la base sur le premier concours, mais qui ensuite, selon la filière qu'on a envie de faire, impose un stage hospitalo-universitaire sur lequel il y a un classement. Il se trouve que quand on a été au rattrapage une fois, on retombe tout en bas du classement et qu'on choisit ses stages en fonction de sa hauteur dans le classement. Donc ça veut dire que si on a été joué de travailler, on a moins révisé potentiellement, ce qui est très normal. On a donc beaucoup plus de chances d'aller au rattrapage et donc on est en bas du classement, on n'a pas la spécialité qu'on veut et globalement l'engrenage s'enclenche encore une fois. Donc là, sur la question du salariat, c'est ce qu'on répond aussi souvent à toutes les personnes qui nous diront qu'on travaillait avant, pourquoi on ne le fait plus maintenant. C'est parce que, c'est pas parce que c'était pas bien avant qu'il faut continuer à le faire, tout simplement, et aussi parce que potentiellement les maquettes de formation sont en perpétuelle évolution, s'implémentent de plus en plus de nouvelles
unités d'enseignement, qui a beaucoup plus de stages obligatoires. On a aussi beaucoup de stages l'été. Je vais encore une fois prendre mon exemple. Moi, j'avais un stage de 5 semaines pour faire un master de recherche en parallèle qui n'était pas inclus dans les maquettes, donc qui était forcément entre le 31 juillet et le 1er septembre. Donc 5 semaines en moins, finalement, mais en fait, ça fait juste pas de possibilité de se salarier l'été non plus pour subvenir à ses besoins. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui rentrent en compte. Sur la question du distanciel, c'est très intéressant, mais c'est surtout quelque chose sur lequel on se bat quand même beaucoup, parce que cette capacité à se dire qu'on va enseigner en visioconférence et faire venir les étudiants et les élèves que 2 fois par semaine, en termes de rupture de lien social et en termes de justement aggravation de tout ce qui découle du milieu socio-économique, c'est remettre les étudiants dans des inégalités sociales qui sont déjà celles de leur foyer, en considérant que en fait, c'est vraiment une rupture d'égalité des chances. On n'a même plus accès à un lieu qui est justement là pour se dire qu'on s'émancipe, qui permet une mobilité interrégionale, qui permet de l'émancipation. Donc c'est la concentration de finalement alors de plein de choses, de sous-financement de l'enseignement en termes généraux, autant dans le secondaire que dans le supérieur. Ça pousse en plus, à mon avis, d'autant plus à la privatisation, ce qui est un autre problème en termes de financement de l'enseignement et d'égalité pour les étudiants plus tard. Et donc, le fait qu'on puisse avoir des profils qui aient moins acquis de fondamentaux en arrivant dans les études, du coup plus en difficulté, qui donc, s'ils se salarient, vont avoir encore plus de difficultés, c'est finalement un engrenage logique avec ce qui se passe, puisqu'on a une stigmatisation constante dès l'entrée dans l'enseignement sur le fait d'avoir la capacité d'avoir une famille qui est capable de répondre à tout ce que l'école ne fait pas, puisqu'elle n'assure pas son rôle de service public et d'éducation pour tout le monde. Nous, justement, on se bat pour un parcours d'éducation citoyenne tout le long de la vie qui permet justement de redonner les bases et de gommer ces inégalités-là, en tout cas quand on est à l'école, pour arriver à faire changer ces lignes-là. C'est pas gagné pour l'instant, puisque visiblement l'argent qu'on pourrait prendre, notamment pour les bourses, est mieux au service national universel. Donc voilà. Oui, nous avons une question, effectivement. Vas-y. Oui. Bonsoir, merci pour vos initiatives. J'entends bien que vous n'avez pas beaucoup d'espoir. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on pourrait avoir un rêve, une utopie? Je fais partie d'un groupe de travail sur le revenu universel inconditionnel. Est-ce que c'est l'une de vos revendications? Comment le voyez-vous? Faudrait-il y mettre des conditions d'assiduité, de réussite aux examens? J'aimerais bien avoir votre opinion sur ce sujet. Je vous remercie. Oui, alors sur la question de l'universalité de l'aide, c'est effectivement quelque chose qu'on porte pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on le sait, quel que soit le milieu de base, ça a un rôle de lutte contre l'autocensure, de capacité à faire ses propres choix, d'émancipation, etc., de son foyer familial. Donc c'est très intéressant. Deuxièmement, parce que, mais au même titre que la sécurité sociale et que plein d'autres droits, finalement, ça a un intérêt pour gommer les inégalités. Alors sur la question de l'assiduité, je pense que ça dépend beaucoup du prisme. Sur le principe... conditionner l'aide à de l'assiduité, oui, si ça permet de repérer des profils qui ont une difficulté à un instant T et de mettre en place un accompagnement personnalisé pour qu'ils arrivent à rester dans le système si c'est ce qu'ils souhaitent, ou qu'on arrive à trouver la voie qui correspond mieux à chaque personne. Par contre, il faut être très vigilant à conserver un réel droit à l'échec, un réel droit à la réorientation, un réel droit à se tromper, parce que c'est aussi la réalité, et l'université... Le but, ce n'est pas juste d'y passer 3 ans, d'avoir acquis des savoirs et de repartir, c'est d'avoir pu faire des expériences, de découvrir plein d'autres choses. C'est un rôle, mais je l'ai dit plein de fois, de lutte contre l'isolement social, d'émancipation intellectuelle, etc. Et c'est très important. Et la problématique des conditionnements des aides à l'assiduité, mais c'est ce qu'on voit déjà sur les bourses, c'est que ça ne prend pas du tout en considération les situations spécifiques individuelles, que ça contraint à des justificatifs les étudiants qui en sont bénéficiaires, et que globalement, ça reproduit des inégalités uniquement en mettant la condition sur les étudiants qui sont les plus pauvres. Et donc en fait, on conditionne encore une fois leur existence et leur capacité d'agir à leur situation économique de base. Donc il faut être très vigilant sur la manière dont on conditionne ces aides-là. Après, sur les aides universelles, en tout cas pour les étudiants, on a à peu près en ce moment un consensus des organisations représentatives et syndicales, sauf exception, mais en tout cas une grosse partie sur le fait d'universaliser l'aide, de la défamilialiser et d'avoir ce système individuel unique. Donc ça rejoint aussi d'autres propositions qui sont faites pour la population générale par plusieurs partis politiques, donc je pense que c'est une piste. Après, est-ce que c'est vraiment ce qui est vecteur d'espoir, très honnêtement, à l'heure actuelle, quand on voit les discours qui ont lieu sur la question
par exemple de la réforme des bourses, qu'on voit qu'il y a un rapport qui a été fait sur le sujet par un délégué ministériel qui n'est toujours pas sorti alors qu'il a été remis depuis juin 2023, dont des extraits sortent dans la presse mais sur lequel on n'a toujours pas de nouvelles et que c'est le cas pour de plus en plus de sujets, je ne suis pas sûre finalement qu'on ait vraiment beaucoup d'espoir sur cette question-là à l'heure actuelle, mais j'espère par la suite. Vous avez la parole, monsieur. Oui, oui, ça va marcher. Oui, alors j'avais une question, mais alors, juste peut-être une petite remarque, effectivement. La question du distanciel, je pense que j'avais pas mal de confrères dans la salle, on l'a pu toucher. Moi, j'ai touché les limites du distanciel pendant le confinement, quand je me suis rendu compte, par les bruits que j'entendais derrière et autres, que j'avais une de mes étudiantes qui écoutait mes cours dans les toilettes, parce que c'était le seul endroit de son appartement où, globalement, il y avait à peu près assez de silence pour entendre. Donc, moi, je veux bien le distanciel, mais franchement, je ne suis pas très convaincu de la chose. J'avais une question, parce que vous avez posé beaucoup de chiffres, mais sur le phénomène en soi, j'ai un chiffre, alors peut-être que je l'ai oublié, peut-être que je ne l'ai pas vu. Quelle est la proportion aujourd'hui d'étudiants en situation de précarité par rapport à l'ensemble de la population étudiante ? Bon, j'imagine que de toute façon, la proportion, elle est à la hausse, hein, d'accord. Mais j'aimerais savoir être capable de pouvoir mesurer un peu cette proportion. J'ai dit. Alors, je suis en train de réfléchir à un chiffre exact. Déjà, le premier point, c'est que les 18-24 ans sont la tranche la plus précaire de la population. Et ça, c'est une donnée de l'INSEE pour le coup. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Nous, on a surtout des chiffres sur le nombre d'étudiants parmi nos bénéficiaires à chaque fois sur la question de la précarité. Par contre, c'est un quart des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, il me semble. Et nous, on le voit quand on fait le calcul parmi nos bénéficiaires, on en a 100% qui vivent largement, enfin c'est le cas, et qui vivent 100% en dessous du revenu médian, enfin de 50% du revenu médian. Donc on a rarement des étudiants qui arrivent à atteindre plus que 800 euros par mois, 600 euros, selon le prix de leur loyer, c'est ce qui conditionne de toute façon le reste. Mais globalement, on a rarement des étudiants qui le dépassent, ce qui met un peu fin à l'idée reçue aussi que si on mettait des aides plus universelles, ça servirait aux enfants de Bernard Arnault globalement. C'est une idée qui est fausse parce que c'est une situation tellement anecdotique par rapport à la situation globale des étudiants. Ça ne nous arrive quasiment jamais sur un campus de rencontrer un étudiant qui nous dit qu'il n'est pas du tout en galère. Il peut être dans une situation où il est en capacité de vivre et où il ne se dit pas qu'il est en situation de précarité. Ça n'empêche pas qu'il y a des privations qui existent, qu'il n'a pas non plus les pleins pouvoirs pour arriver à faire tout ce qu'il veut. Dans tous les cas, c'est une situation qui est très largement majoritaire. Et je pense qu'on peut le raccrocher au fait que 40% des étudiants salarient et que c'est par contrainte. Ce qui veut dire qu'on a déjà quasiment 1 sur 2 qui est au stade de précarité où il est obligé pour survivre de salarié. Et ça, c'est quand même un chiffre qui donne une bonne indication sur le reste. Là-dessus, effectivement, sans avoir d'études concrètes sur à quel degré on fixe la précarité, à quel degré on fixe la pauvreté et tout ça, il y a 2 éléments qui sortent de l'étude IFOP qu'on a menée il y a quelques semaines. Le premier, c'est qu'on a un étudiant sur 2, sondage sur la population générale étudiante, qui dit avoir sauté des repas régulièrement, qui saute des repas régulièrement pour des raisons financières. Donc je pense que sans trop présager, on peut dire que c'est un étudiant sur 2 qui a des difficultés financières et donc qui peut être considéré d'une certaine manière en situation de précarité. Le deuxième élément, c'est qu'on a 38% des étudiants, à nouveau population générale, qui dit envisager de solliciter à court terme l'aide alimentaire. 38%. Ça représente 1 million de personnes. Voilà. Ce qui est pour une association d'aide alimentaire un effroi complet, parce qu'on est absolument incapable de gérer les flux qui sont déjà actuels. Si en plus de ça, on a 38% des étudiants qui se rajoutent aux étudiants qui nous sollicitent déjà, c'est un cataclysme absolu. Voilà, pour donner 2 chiffres un peu plus concrets aussi. Joël, une question pile en face de toi. Voilà, monsieur. Je reprends la parole sur un sujet qui me semble important qu'on n'a pas abordé. Tout d'abord, une première précision. Le fait que les 18-24 ans soient la population la plus précaire de la société,
en termes purement mathématiques, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on évolue dans sa vie, et si la précarité est difficile, le retour à la précarité l'est encore plus. Par contre, ce qui est alarmant, effectivement, c'est le nombre de ces jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté, et là je vous rejoins complètement, c'est alarmant. Sur la question du logement, qu'on n'a pas abordé, enfin, si ce n'est dans vos constats, au vu de la crise des logements qu'il y a dans la société globale, de manière générale, qui va atteindre la France sur les 3-4 prochaines années, peut-être à plus court terme, il est évident qu'il n'y a pas de solution miracle qui va naître sur le parc de logement social, déjà parce que l'État n'a pas de capacité d'investissement, ou ne veut pas prendre la capacité d'investissement dans des logements sociaux, les collectivités non plus, donc il n'y aura pas de solution à long terme, enfin à court terme. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que dans vos sondages, vous avez le pourcentage d'étudiants qui vivent en colocation, qui ne vivent pas seuls, puisque c'est une des solutions de lutte contre la précarité, c'est de partager les frais fixes et de vivre en commun, et de savoir si, politiquement, il y a une solution de savoir si vos associations ont demandé à l'État que l'investissement qui serait fait dans les parcs de logements sociaux soit plutôt tourné vers des logements sociaux en colocation ou individuels. Est-ce que c'est une question sur laquelle... Ouais. Alors, nous, j'ai pas la donnée sur le pourcentage d'étudiants en colocation, j'ai la donnée par contre sur le pourcentage d'étudiants qui habitent seuls, qui sollicitent nos aides, et c'est 92%. En fait, on a 92% des bénéficiaires de copains qui habitent seuls, et ça veut dire effectivement énormément de choses sur le fait de ne plus habiter avec sa famille, et sur le fait d'habiter seul, et d'avoir l'entièreté de la responsabilité de ses achats pour soi-même. Et puis sinon, sur les revendications politiques... Ouais, sur les revendications, alors, il y a déjà depuis quelques années, pour le coup, une démarche du CNUS, et donc des CROUS, de faciliter le logement en colocation, et c'est aussi le cas des bailleurs sociaux sur leur public jeune, parce que ça répond effectivement à plein de questions en termes de mixité sociale, de lieux partagés, etc. Même si, alors, c'est pas du tout quelque chose qui vaut pour la France entière, c'est plus une question d'expérience de ce que moi j'ai connu sur le territoire où j'étais. C'était des logements, en tout cas pour la question des bailleurs sociaux, qui étaient finalement un peu plus compliqués à remplir. Enfin, on avait plus de capacité à trouver des profils et des jeunes qui se sentaient bien dans ces logements-là. La colocation avec des gens qu'on ne connaît pas, ça reste pas le moyen de logement le plus privilégié par ces publics-là, ce que je peux comprendre. Par contre, l'accent qui est plutôt mis sur la question du logement social, c'est d'avoir des espaces privatisés, mais ce qui se ressemble à des grosses colocations, avec des espaces communs effectivement collectifs. Alors après, la ligne se trouve en est-ce que la cuisine et la salle de bain sont dans l'espace commun, ou est-ce que c'est des espaces autres qui sont communs. Mais sur le principe, c'est un axe qui peut être développé, et je pense que ça répond de toute façon à des objectifs en termes de lutte contre l'isolement qui sont très intéressant. Après, sur la question du logement, les revendications vont plutôt sur le fait d'être en capacité d'identifier des zones délimitées autour d'établissements de SR, et aussi la question des mobilités, parce que si on se dit qu'on n'est pas en capacité d'identifier du foncier et d'arriver à construire et à réhabiliter assez vite, il y a quand même la question des couronnes autour des établissements, qui actuellement est peu exploitée par les étudiants, parce que la mobilité ne permet pas d'avoir un accès assez direct vers l'enseignement, et que donc on crée une surconcentration d'étudiants sur une zone. C'est aussi pour ça que les villes universitaires d'équilibre se développent de plus en plus sur les territoires. Il y a la question de la délimitation, de l'identification des typologies de logements, et dans quelle mesure est-ce que justement l'étudiant seul fait concurrence aux jeunes actifs seuls, aux retraités, etc. Et que donc on arrive à avoir un peu une meilleure mesure de tout ça, à identifier et à réserver, entre gros guillemets, des logements à des populations. Il y a la question du logement intergénérationnel, par contre, qui est une piste qui se développe de plus en plus, mais encore une fois, qui ne répond pas structurellement, mais qui n'empêche une piste à développer. Et il y a l'investissement massif dans le parc du social, effectivement, ça ne sera pas à court terme, ça n'empêche qu'il faudra vraiment le faire à un moment, parce que le plan 60 000 logements jeunes, enfin étudiants, et 80 000 logements jeunes, c'était quand même une promesse de 2017. On en est à 30 000 aujourd'hui. Donc on a quand même rempli que 50% de l'objectif sur la question du logement, et on s'en vante comme d'un objectif quasiment atteint, alors que la promesse était que ça soit fini au terme du quinquennat précédent. Donc il y a quand même une dichotomie un peu dans le discours. Et il y a la question, moi, que je trouve très importante, des résidences étudiantes à loyer libre qui se développent et qui font concurrence directe au parc social, parce qu'elles prennent du foncier disponible, que c'est des résidences privées, qu'elles fixent le loyer qu'elles veulent,
avec cette appellation étudiante qui n'est pas du tout contrôlée, qui attire des étudiants et des familles en situation de détresse quand elles ne trouvent pas de logement, surtout quand on a son acceptation Parcoursup ou mon master 2 semaines avant la rentrée ou 1 mois avant la rentrée. Et là, ça joue vraiment, pour moi, sur la peur des familles que leur enfant n'ait pas de logement et le fait de se mettre en difficulté encore plus pour aller vers un type de logement qui, je pense, vraiment joue sur ce critère-là. Donc il y a un enjeu aussi de comment on réglemente d'autant plus ce type de résidence-là, comment potentiellement on soumet leur loyer maximum à un certain pourcentage du loyer dans la ville pour que ça soit une tarification sociale pour un public précaire, qu'on arrive à trouver des ajustements. Donc ça, c'est des pistes d'évolution, par contre, qui potentiellement sont un peu plus envisageables à court terme. Et il y a la question du logement de courte durée, mais comme pour toute la population, qui forcément, sur des typologies un peu les mêmes de logements, réserve, notamment sur le littoral, mais pas que, ces logements-là, et donc les prend à de l'habitat permanent. Donc ensuite, la question de la meilleure redistribution, pour le coup, des biens mobiliers en termes généraux. Mais effectivement, la solution à l'heure actuelle, c'est surtout le foncier, c'est de trouver comment faire, et c'est la réhabilitation, parce qu'on a quand même pas mal de logements, et ce sera encore plus le cas par la suite avec les enjeux climatiques et d'urgence écologique. On a plein de logements qui vont être impropres à l'habitation parce qu'ils ne respecteront pas les normes. Et là, l'enjeu, c'est comment on va avoir une réponse politique adaptée qui investit assez pour les réhabiliter pour qu'on ne se retrouve pas avec des logements vides et des gens qui sont à la rue, ce qui est un peu globalement ce qui se passe. Alors sur le parc social, on a encore 12 000 logements à réhabiliter, ce qui devrait être fait normalement avant la fin du quinquennat. C'est en tout cas ce qui a été annoncé par Sylvie Retailleau. Mais en même temps, ce chiffre il varie parce qu'avant, on nous vendait que c'était un peu moins, et maintenant qu'il y a de l'argent qui est investi dans le PLF dessus, c'est un peu plus. Donc, on n'a pas de mesure très, très fine de ces chiffres-là. Donc, il y a quand même plusieurs points. Et après, il y a la question de l'habitat jeune, plus généralement. Je pense à ce que font des structures comme l'UNAGE sur la question des foyers de jeunes travailleurs, comment on crée potentiellement de la mixité aussi entre des publics jeunes et comment on arrive à faire transférer un peu des publics en fonction des logements. Et donc, il y a aussi des pistes à voir de ce côté-là. Mais après, on est aussi dans une situation où là, on subit quelque chose qui n'a pas été fait il y a 10 ans, parce que la démographie étudiante, elle était prévisible. Enfin, c'est pas une surprise que le nombre d'étudiants ait augmenté. Enfin, c'est les étudiants nés dans les années 2000, donc c'est plutôt quelque chose de prévisible. On ne l'a pas fait, et maintenant, c'est comment on met à disposition des moyens d'urgence pour rattraper cette erreur-là. Et donc là, actuellement, on a un gouvernement qui a préféré mettre en place un plan d'urgence avec les rectorats pour identifier des chambres d'hôtel. Alors oui, c'est une mesure d'urgence nécessaire, mais en arriver là, c'est surtout une preuve de l'incapacité à le mettre en place en amont. Je pense que c'est surtout là qu'est la question importante. Merci. On va prendre une dernière question issue de la salle, mais entre-temps, je voudrais juste placer une petite question, la mienne. Vous avez cité Monsieur Fluic, mais la mienne, mais qui rentre aussi dans votre périmètre, Madame Biche. Vous avez cité 3 piliers d'action, dont un pilier, le dernier pilier, s'agissant de faire des constats, de produire des constats en direction des pouvoirs publics. Ma question est simple, est-ce que vous avez des retours des pouvoirs publics? Alors j'imagine que la FAGE peut en avoir quelques-uns. Une association comme Copain, vous avez des retours de ministères ou de quelque autre administration? Oui, on a des retours. Les chiffres qu'on a fait avec l'étude IFOP et puis les constats qui sont faits au contact des étudiants avec lesquels on échange régulièrement nous amènent des retours. On a des retours de constats partagés, on a des débats de forme et des débats sur la manière de mener les études et sur les questions qui sont posées avec les services du ministère de l'enseignement supérieur notamment. Et puis sinon, en dehors de l'administration centrale et du gouvernement, on a des échanges réguliers avec tous les partis politiques jusqu'à une certaine limite, tous les partis politiques qui s'intéressent au sujet en réalité. Et il y en a quelques-uns, mais pas énormément non plus. Pour essayer d'abonder leur discours, le fait de montrer ce que je disais tout à l'heure sur le particularisme des étudiants internationaux, sur le particularisme de la précarité des femmes, on a évidemment des retours là-dessus. Et donc il y a eu quelques propositions de loi récentes sur le repas à 1 € pour les étudiants, pour tous les étudiants, sur une allocation d'autonomie et tout ça qui ont été débattues. Et là, évidemment que nous, on a les constats qu'on fait, les études qu'on mène, les remontées de terrain qu'on a, intéressent et sont l'objet de discussion, effectivement. Merci. Alors on va prendre 2 dernières questions, 2 petites questions, de manière à ce que nous restions en fait dans notre timing. Oui, vous avez la parole. Bonsoir. Je vais essayer d'aller très vite. Donc, si j'ai bien tout compris, il y a 2 points. Il y a le point politique où on voudrait que l'État qui forme les citoyens
leur donne les moyens de s'émanciper pour être des citoyens libres et indépendants au travers, donc je la fais courte, au travers d'une réforme au niveau des bourses, au niveau de tout ce qui est logement social, etc. etc. Et il y a l'aspect purement social où je m'interroge parce que je ne l'ai pas entendu et pourtant j'étais là au début, c'est comment sont financées vos associations. Je ne sais pas si on prend les deux d'un coup. Non. On prend les deux d'un coup, effectivement. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'intervention des deux intervenants. C'était des interventions très enrichissantes. Donc, moi, personnellement, je suis lycéenne. Donc, je n'ai pas encore eu l'expérience de la précarité étudiante et j'espère ne jamais l'avoir. Et du coup, j'aurais une question pour le grand maître du Grand Orient de Paris. Donc, je me suis permise d'écrire la question sur mon téléphone pour ne pas l'oublier. Donc, de France, désolée. En tant qu'organisme qui se soucie des débats publics et de tout ce qui se passe dans la cité, bien que ce ne soit pas son rôle fondamental, est-ce qu'il y a un fonds de solidarité qui est réservé ou accordé aux étudiants par le Grand Orient de France ? Merci, mademoiselle, de votre question. Le grand maître du Grand Orient de France répondra à la question de ses conclusions qui interviendront juste après les dernières réponses en fait, de nos conférenciers. Sur le financement des associations, donc je parlais de copains, on est sur un modèle de financement qui est assez similaire à toutes les grandes associations de solidarité, c'est-à-dire qu'on a pour moitié, on essaye de faire baisser cette part-là au maximum qu'on peut, mais on est à peu près à une moitié de financement public et une moitié de financement privé. Moitié de financement privé, on est sur des fondations, sur des dons individuels, beaucoup de dons individuels, on essaye de pousser ça au maximum. Parce que c'est ce qui permet à toutes les associations d'être libres de leurs actions et de choisir les projets sur lesquels elles vont, plutôt que de répondre à des appels à projets qui sont contraignants, longs, et si vous avez travaillé dans des collectivités ou travaillé dans des associations, vous devez connaître tout ça, et qui permettent donc d'avoir une certaine liberté dans l'action qu'on mène. Ça c'est la moitié de nos financements. Et puis, sinon, on travaille avec les mairies, les intercommunalités, les agglomérations de toutes les villes dans lesquelles on est, avec les régions, que je connais assez bien, la région Bretagne, avec les départements, en fonction des projets qu'on a, en fonction des obédiences politiques aussi de certaines, parce que voilà, il y a certaines obédiences qui s'intéressent moins à ce sujet-là, ou qui en tout cas mettent moins de moyens sur la table sur ce sujet-là. Et sinon, du coup, une aide du gouvernement aussi, en fonction des sujets. Nous, on a reçu une aide ponctuelle de la part du gouvernement au cœur de l'hiver dernier, qui nous a permis d'augmenter le nombre de colis qu'on distribuait à un instant T, mais qui n'est pas une aide récurrente. Donc on a été aidé une fois par le gouvernement, on n'est pas aidé de façon régulière par le gouvernement. En tout cas, pas pour le moment. Donc voilà la nature de nos financements. Il faut aussi avoir en tête qu'on est beaucoup aidé matériellement par des entreprises, par des producteurs agricoles, nous il y a 15 associations qui sont habilitées nationalement à l'aide alimentaire, donc c'est les 15 associations principales. On a intégré ce petit groupe d'associations, et donc on est une association habilitée nationalement, la seule qui est là pour aider les étudiants, et donc c'est très bien aussi que cette cause-là porte auprès du ministère de Solidarité, qui nous permet d'avoir accès à des récupérations d'invendus de la grande distribution, d'invendus de production agricole de façon plus massive que simplement des récupérations au niveau local, ville par ville, même si c'est hyper important et qu'on le fait avec des boulangers, avec des pâtissiers autour de chacun de nos points de distribution. Et alors du côté des agorae pour le coup de la FAGE, globalement c'est à peu près la même chose, une partie, une moitié financement public, une moitié financement privé, le même principe de recherche de financement locaux auprès des collectivités territoriales, des universités sur chaque ville d'implantation, des épiceries. Donc en financement privé, nous pour le coup surtout des fondations et ou / autres associations, ça peut arriver, mais des fondations plutôt. Et ensuite, donc on est aussi aidé par le gouvernement dans la partie publique.
Mais la majorité de ces fonds, la problématique, c'est ce qu'on disait autant sur la partie appel à projet qui est ponctuelle et qui donc est contraignante, puisqu'il faut toujours renouveler le projet pour avoir accès à un nouvel appel à projet, alors que le projet il est le même, c'est garder l'épicerie ouverte. Et c'est ça la problématique, c'est qu'y rajouter un élément contraignant à chaque fois en plus, ça aussi omet beaucoup de financement possible. Et surtout, la part de financement public qu'on reçoit, alors certes, elle nous est nécessaire pour arriver à vivre et à survivre, mais par contre, on est quand même sur un système bénévole. Donc, l'argent qui serait nécessaire à réaliser ce qu'on fait, si le gouvernement et le public le faisaient en payant des gens, puisqu'ils ne pourraient pas se permettre d'avoir autant de bénévoles et de faire reposer cette charge sur du bénévolat, n'aurait rien à voir avec ce qu'on perçoit réellement et ce que perçoivent la majorité, enfin la totalité en fait, des associations d'aide alimentaire. Donc nous, on fait bien attention à aussi rappeler que oui, certes, on est subventionné, effectivement, mais que par contre, ça ne remplace en rien et ça ne dédouane en rien non plus le gouvernement de sa responsabilité et du fait de faire reposer cette charge sur les associations, globalement. Voilà, et je pense que ça devrait être tout. Sarah Biche et Benjamin Flolic, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Je cède pour conclure, alors on peut dès maintenant les applaudir. Je cède la parole à Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient de France, pour les mots de conclusion. Bien, merci, mon très cher frère Fabrice. Quelques mots tout d'abord pour remercier notre frère René et notre sœur Gloria pour avoir organisé ce premier volet de ce cycle sur la dignité humaine. J'ai souhaité, dès mon arrivée à la fonction de grand maître, pouvoir axer la réflexion des frères et sœurs du Grand Orient de France sur ce sujet fondamental qui est le sujet de la dignité humaine. Et je vous remercie, Sarah et Benjamin, de nous avoir donné ce soir une grande leçon, parce que je crois effectivement que c'est une leçon que nous avons reçue, non seulement parce que vous nous avez donné une situation très précise du terrain, une photographie instantanée malheureusement de la précarité étudiante en France, en donnant des chiffres, en relatant des situations en matière de logement précaire, d'alimentation, de difficultés d'accès aux soins, mais également, et c'est là la leçon, c'est que vous allez beaucoup plus loin uniquement que de dresser une situation catastrophique. Vous vous êtes pris en main sans les adultes, même si vous êtes des jeunes adultes, mais vous avez décidé de vous organiser localement, c'est le cas de Copain, mais également de la FAGE, à la fois en mettant en place ces dispositifs d'aide alimentaire d'Agorae, et j'aime beaucoup ce nom que vous avez utilisé pour les épiceries sociales et solidaires, cette façon également de distribuer de la nourriture sans ostraciser les jeunes hommes et les jeunes femmes et les mettre dans des situations dont on le sait parce que tous les témoignages des ONG en la matière le disent. Le but, c'est que, in fine, ils aient à manger et qu'il n'ait pas honte d'y aller. Et je crois que le dispositif que vous avez mis en place est parfaitement humain, intelligent, et je crois qu'il nous donne une leçon à toutes et à tous. On aurait pu parler également de la précarité énergétique, parce que quand bien même les étudiants trouvent un logement, on le sait, les études sont là, beaucoup, notamment en hiver, vont ne pas mettre de chauffage parce qu'ils n'ont pas, évidemment, le revenu nécessaire, les moyens nécessaires pour se chauffer. Et donc, certains
Certains, évidemment, dorment dans des appartements non chauffés, et donc on revient au sujet de, finalement, l'état de santé et de, je dois le dire, l'espérance de vie, in fine, de ces hommes et de ces femmes. Et je veux faire un parallèle, parce que vous avez beaucoup parlé, Sarah, d'émancipation. Je crois que Condorcet, c'est pas je crois, j'en suis sûr, mais disait en substance: l'instruction doit être la même pour tous, sans distinction de sexe, de condition ou de fortune. Alors oui, l'instruction, elle est la même pour tous. Sauf que lorsqu'on ne peut pas se loger, lorsque on saute plusieurs repas par semaine, lorsque on ne peut pas se soigner, eh bien forcément la réception de l'instruction, elle est bien différente selon que l'on soit fortuné ou moins fortuné, ou beaucoup moins fortuné. Et ça nous interpelle, nous, francs-maçons, du Grand Orient de France, et des autres obédiences, je le sais, dans une république qui se dit sociale. Et je pèse mes mots, qui se dit sociale, parce que elle est en crise, elle n'est pas uniquement en crise économique, politique, démocratique, elle est en crise sociale. Or, l'article 1er de la Constitution dit que la République doit être sociale. Et lorsqu'elle maltraite ses enfants, mais en premier lieu ses étudiants, elle ne crée pas les conditions de la voie du chemin indispensable vers l'émancipation. Elle ne le crée pas, et elles amènent, je crois, un certain nombre de nos jeunes à douter de cette République, et au-delà du fait qu'elle les empêche d'accéder à une juste émancipation, elle se crée, je crois, des difficultés pour l'avenir. Alors, au Grand Orient de France, j'aime le dire, nous sommes le plus vieux laboratoire d'idées de la République, et donc nous regardons la République en face, sans l'idolâtrer. C'est ce qui nous amène à réfléchir dans le cadre de ce cycle sur la dignité humaine. Au Grand Orient de France, nous alertons, nous réfléchissons et nous tentons de donner des pistes pour des actions concrètes. Et ce soir, vous nous avez donné quelques pistes qu'il nous faudra reprendre et porter avec vous chaque fois que nous le pourrons sur la réforme du système d'aide sociale, sa territorialisation, l'individualisation ou la défamilialisation, un sujet très connu que l'on porte, décrocher la conditionnalité au QF, aux quotients familiales. Et donc, ça nous sera très utile pour les discussions que nous pourrons avoir dans l'avenir, dans un avenir proche. Et je serai évidemment porteur de messages lorsque nous recevrons au Grand Orient de France le président de la République prochainement. Et puis, comme ça a été dit par une sœur ici, au Grand Orient de France, nous avons une commission nationale qui travaille depuis de nombreuses années sur le revenu universel et inconditionnel d'existence. Et cette utopie maçonnique doit devenir une réalité républicaine. Je sais, parce que il y a 15 jours, j'ai rencontré des décideurs politiques, je sais que, par exemple, dans la métropole du Grand Lyon, ils ont mis en place un revenu de solidarité jeune pour les 18-24 ans, pour éviter justement, et qui peut aller jusqu'à 420 € par mois, pour éviter justement que ces jeunes sombrent et décrochent totalement et finalement sortent complètement des systèmes, y compris des systèmes de demande d'aide sociale. Et je crois que, fort de ces expériences, la République
doit aller plus loin. Le législateur doit s'emparer de ce sujet parce que c'est une question d'avenir pour notre jeunesse et d'avenir pour la République. Ferdinand Buisson disait très justement que le premier devoir de la République, c'est de faire des républicains. Et ça passe par l'école, par les universités. Mais on voit bien que dans ces conditions-là, faire des républicains, ça devient de plus en plus difficile. Au Grand Orient de France, donc, nous réfléchissons, nous proposons, et puis, et ça répondra à la question, nous agissons concrètement en solidarité. Alors, solidarité, évidemment, en interne pour les frères et sœurs et leurs familles, mais surtout, solidarité à l'extérieur du temple, comme on aime le dire, avec la Fondation du Grand Orient de France, qui agit concrètement pour venir en aide à des associations locales, à des associations évidemment nationales, mais implantées localement. Nous le faisons chaque année. Chaque année, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont donnés par les donateurs à la Fondation du Grand Orient de France. Et des associations s'adressent à nous pour qu'on puisse venir en aide à l'enfance, à l'éducation. Et c'est pas parce que je veux faire forcément un coup d'éclat ce soir, mais je l'ai dit tout à l'heure à Benjamin, nous attendons, et c'est le président de la Fondation qui vous le dit, nous attendons avec impatience votre dossier. Alors nous, ce n'est pas des appels à projets compliqués, hein. C'est vos revenus, vos actions, mais nous attendons impatiemment votre dossier pour que la Fondation du Grand Orient de France puisse venir en aide. Nous lancerons prochainement un appel à dons spécifiquement sur la précarité. Ça a été décidé hier en conseil d'administration, et donc j'espère pouvoir prochainement vous annoncer de bonnes nouvelles. En tout cas, nous serons à la hauteur de ce que sont les francs-maçons, c'est-à-dire à la fois des acteurs dans nos temples de la République. Nous réfléchissons à l'améliorer, et puis nous sommes des acteurs au quotidien. Concrètement, c'est la solidarité, c'est la fraternité auquel nous sommes toutes et tous attachés. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette belle soirée à laquelle vous avez contribué par vos lumières. Et pour vous remercier, je vais, au nom du Grand Orient de France, vous remettre la médaille que nous avons éditée à l'occasion du 250e anniversaire de l'appellation Grand Orient de France, qui est non seulement son appellation, mais également, surtout, son modèle démocratique. Et donc, vous pourrez repartir dans votre association et dans votre syndicat pour dire à vos copains, à vos membres, à vos collègues, à vos amis, à vos camarades que le Grand Orient de France sera toujours à vos côtés. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, merci de votre visite au Grand Orient de France ce soir. On se retrouve le 23 novembre pour un prochain chantier de la République. Bonne soirée à vous.